La journée est lourdement couverte de nuages, traversée de temps à autre par des rayons de soleil qui illuminent les feuilles jaunies. Les rafales de vent entraînaient les feuilles dans une danse frénétique, tandis que les gens s'affairaient autour de la gare de la ville, l'air étant chargé d'un mélange de parfums et d'essence. Missy se précipita vers son lieu de travail, son esprit se remémorant le temps qu'elle avait passé en ville pendant une brève période. Bien qu'il ne se soit écoulé qu'une année, elle avait l'impression que c'était il y a une éternité. À l'époque, elle était une jeune diplômée pleine d'espoir, originaire d'un village lointain, qui rêvait de faire des études de médecine. Malgré ses études assidues et son aspiration de toujours à devenir médecin, ses connaissances ne lui ont pas permis d'être admise, élevée uniquement par sa mère depuis le décès de son père, alors qu'elle n'avait que 4 ans, le village de Missy s'est peu à peu étiolé, ses habitants étant partis vers des horizons plus cléments. Les commerces locaux ont fermé, notamment la pharmacie et la clinique, laissant derrière eux un paysage de désolation et de rares possibilités d'emploi. Même l'école du village a connu une baisse constante de ses effectifs. Avec 18 camarades de classe au départ, il ne restait plus que Missy lorsqu'elle a atteint sa dernière année d'études. À son arrivée en ville, Missy a compris qu'elle ne retournerait jamais dans son village abandonné. Elle était déterminée à sauver sa mère de cet endroit, captivée par les lumières de la ville et séduite par sa vie urbaine trépidante. Pourtant, s'établir s'avère être un véritable défi. Elle a l'impression que la ville elle-même la rejette, la repoussant vers sa petite ville natale. Sa mère n'ayant les moyens de payer qu'un séjour de 10 jours dans un appartement, Missy a affronté ses examens avec optimisme, confiante dans ses capacités à obtenir une place à l'école de médecine. Cependant, ses espoirs ont été anéantis lorsqu'elle a reçu la nouvelle de son refus. Les fonds épuisés, dépensés en vêtements pour s'assimiler à la vie urbaine, ont ajouté à sa déception. Vous pouvez vous inscrire en tant qu'étudiante payante pour l'instant et passer plus tard au programme subventionné, lui conseille son professeur, mais la perspective lui semble décourageante. Nous n'avons pas les moyens de payer les frais de scolarité, se lamente Missy. Ma mère est une mère célibataire et nous vivons dans un village. Le professeur âgé a hoché la tête d'un air compatissant. Comprenant les difficultés des étudiants moins privilégiés comme Missy, qui se heurtent à des obstacles indépendants de leur volonté, incorporés dans les bénéficiaires parrainés du programme financé, nous avons observé la fin tragique d'un professionnel immensément talentueux qui s'est déroulé sous nos yeux. Le poids de la responsabilité repose sur nous, ce sont nos actions qui ont anéanti ses rêves. Avec un grognement dédaigneux, le directeur de l'école de médecine, âgé de 45 ans, enlève ses lunettes et déclare « Telle est la dure réalité de la vie maintenant, et permettez-moi d'ajouter qu'il semble qu'elle n'ait fait qu'exploiter la sympathie ». Ignorant tout de cette conversation, Missy, le visage baigné de larmes, rassemble ses affaires. C'est aujourd'hui qu'elle a atteint le point culminant de sa capacité à payer son appartement. Les nouveaux locataires s'étaient déjà installés, la laissant avec une question pressante, où aller maintenant? Résolue à trouver une solution, Missy s'empresse d'appeler sa mère. Je travaillerai cette année, maman, et l'année prochaine, je serai sans doute admise à l'école de médecine. Je me consacrerai à mes études et je t'aiderai financièrement. Ici, les salaires sont importants, mais les dépenses aussi. Quant à moi, je me débrouillerai, ne t'inquiète pas, rassure-t-elle sa mère avant de raccrocher. En composant le numéro de sa logeuse, elle plaide. J'ai besoin d'un peu plus de temps, peut-être pourrais-je résider temporairement sur le balcon, en rentrant discrètement la nuit, sans gêner les nouveaux locataires. Je n'ai nulle part où aller, la réponse de la vieille propriétaire fut abrupte. Comment pensez-vous que cela fonctionnera? J'ai des locataires engagés pour 6 mois, qui attendent votre départ avec impatience. Ils ont une famille à loger, ne soyez pas déraisonnables, faites vos valises et rentrez chez vous. Vous pourrez réessayer l'année prochaine. Malgré une nouvelle crise de larmes, Missy reste déterminée. Elle s'est adressée à la famille qui occupait l'appartement, les suppliant de la laisser rester, s'engageant à les dédommager et proposant d'endurer l'inconfort de dormir sur le balcon. Une fois de plus, elle se heurte à un refus méprisant. Missy, avec sa naïveté et son éducation rustique,
s'est accrochée au souvenir d'une communauté très soudée où l'entraide était omniprésente. Se souvenant de la gentillesse des étrangers lors des inondations du village, elle est découragée par la différence frappante de la vie urbaine. Avec des moyens financiers en baisse, Missy a parcouru les rues, visitant chaque établissement à la recherche d'un emploi, mais s'est heurtée à des refus répétés. Enfin, à la gare, elle s'approche du guichet et est accueillie par un caissier fatigué qui lui demande « Où va-t-on » Missy soupire doucement, « Nulle part, j'en ai bien peur », tout en achetant un modeste repas avec les pièces qui lui restent. Missy s'installa dans un fauteuil tandis que la nuit déroulait son étreinte tranquille. À l'aube, elle se lance à nouveau à la recherche d'un emploi, consciente qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Tout au long de la journée, elle frappe inlassablement à de nombreuses portes, essuyant des refus retentissants. Elle pleure pendant 1 heure à la gare, succombe à la faim et à l'épuisement avant de sombrer dans un sommeil agité. Le lendemain matin, Missy s'est réveillée tôt pour répondre aux demandes d'une jeune femme compatissante vêtue d'une veste en cuir blanc. La jeune femme, qui la domine de toute sa hauteur, lui apparaît comme un ange, une gardienne. En exposant ses difficultés, Missy a exprimé son désir de se laver et de manger, mais elle hésitait à rentrer chez elle, craignant de ne pas avoir de perspective d'emploi ni les moyens de voyager. La femme, cuisinière dans un restaurant, lui a tendu une main secourable, lui offrant un abri dans l'arrière-salle de l'établissement et la possibilité de contribuer en lavant le sol. Bien que le poste de serveuse ait été pourvu, Missy n'en croit pas ses yeux. La gentille femme lui a assuré « Vous pouvez travailler sans licence pendant un certain temps. Ne vous inquiétez pas, nous ne vous tromperons pas. C'est un bon restaurant avec un personnel formidable. » Suivant la femme à la veste blanche, Missy est arrivée au restaurant et a réalisé qu'elle voulait y rester. Une jeune fille originaire d'un village reculé avait trouvé un emploi comme femme de ménage. Lorsqu'une serveuse est partie en congé de maternité, Missy a pris le relais sans problème, accueillie chaleureusement par l'équipe. Sur le lieu de travail, un individu gênant se mêle des affaires de tout le monde, mais Missy opte pour des signes d'obéissance afin d'éviter les conflits. Quelques mois plus tard, elle fait la connaissance d'un jeune homme remarquable, Paul, le fils d'un riche homme d'affaires âgé de 20 ans. Leur relation a commencé par une rencontre fortuite au restaurant, où Paul a défendu Missy contre un commentaire sordide de son ami. Reconnaissante de son intervention, Missy a souri, mais elle s'est abstenue d'exprimer sa gratitude. Au restaurant, elle découvre un portefeuille sur leur table, à l'intérieur duquel se trouve une note prometteuse pour l'avenir. Missy remarqua un numéro de téléphone avec une demande d'appel au cas où son portefeuille perdu serait retrouvé. Sans hésiter, elle compose le numéro et est accueillie par la voix enjouée de Paul. Reconnaissant pour le contact, il admet avec humour ses tendances à l'étourderie, suggérant qu'il pourrait laisser sa tête derrière lui si elle n'était pas fermement attachée. Missy a répondu par un sourire. Le soir même, ils se sont donné rendez-vous au parc. Alors que Paul Y attendait intentionnellement, Missy, qui rentrait chez elle après son travail et se dirigeait vers la chambre qu'elle avait louée, l'a rencontré près de sa voiture. La voyant, il lui a gentiment proposé de la raccompagner. Troublée mais intriguée, Missy, qui n'avait jamais connu un tel geste auparavant, a accepté. Il s'agit d'une rencontre unique pour elle, qui n'est jamais sortie avec quelqu'un pendant sa période de location de chambre. S'arrêtant devant le bâtiment du dortoir, Paul s'enquiert de son origine, car elle ne semble pas à sa place. Rougissante, Missy avoue qu'elle ne connaît pas la région. Paul, compréhensif, explique que le bâtiment abrite généralement des étudiants ou des personnes en ville pour le travail. Ils ont échangé leurs expériences, discutant de la transition de Paul d'étudiant en médecine à professionnel, et des défis de la vie rurale. En évoquant son désir d'une vie à la campagne avec de l'air frais et un ciel étoilé, Missy s'est esclaffée, reconnaissant l'image idéalisée qu'en donnent les films. Paul est d'accord, ajoutant une dose de réalité sur les tâches exigeantes de l'agriculture et de l'élevage. Malgré leurs différences, les deux hommes se sont trouvés des points communs, ce qui a renforcé leur relation. Leurs conversations nocturnes se poursuivent. Après une rencontre agréable, Paul prend le numéro de téléphone de Missy. Leur histoire d'amour a commencé par un appel téléphonique 10 minutes après que Missy soit retournée dans sa chambre. Bien que Paul soit charmant,
Il garde un air secret. Les soupçons de Missy se sont éveillés lorsqu'elle l'a aperçu en ville avec une belle blonde, mais il a nié être là à ce moment-là. Au fil des mois, Missy a de nouveau rencontré Paul avec la même fille, cette fois-ci en tête-à-tête. Les présentations ont été faites et il s'est avéré que la fille était Camille. Paul a appelé Missy sa petite amie. L'histoire de leur relation a continué à évoluer. Missy est déterminée à découvrir la raison de la tromperie de Paul. Pourquoi lui avait-il menti la première fois, alors que Paul continuait à nier, insistant sur le fait qu'elle l'avait confondu avec quelqu'un d'autre? Se doutant Missy, chaque jour, Missy entre dans le restaurant, enfile son uniforme et commence à servir les commandes à midi. Un jour, un client a commandé un steak à point, et l'odeur a immédiatement donné la nausée à Missy. Elle se précipite aux toilettes et les deux autres serveuses la remarquent. L'une d'elles demande: est-elle enceinte? Demande l'une d'elles. Oui, elle est malade depuis des semaines. Elle n'arrive pas à décider si elle doit le dire à son petit ami. L'autre serveuse répond: je ne sais pas pourquoi il est riche, il l'écarterait de ce travail. S'il l'apprenait, elle s'en sortirait. Missy a entendu leur conversation, mais a réussi à contenir sa nausée. Elle se lava le visage et partit sans tenir compte de la discussion de ses collègues. L'idée lui avait aussi traversé l'esprit. Paul était trop secret, il lui offrait des cadeaux, mais elle ne savait pas grand-chose de sa famille ou de ses amis, à l'exception de quelques-uns. Il ne voulait pas la laisser entrer dans sa vie. C'est peut-être trop tôt, mais ils vivent ensemble depuis plus de 6 mois et elle attend son enfant. Ce soir-là, Paul, comme d'habitude, est venu la chercher en voiture après son service. Les autres serveuses qui sont sorties avec elle ne peuvent s'empêcher d'envier Missy. Elle ne mesurait pas le bonheur à l'aune des choses matérielles, elle voulait simplement une famille et de la compréhension, et c'est ce qu'elle cherchait désespérément auprès de Paul. Il faut que je te dise quelque chose, dit Missy, la voix tremblante. Ne me dis pas que tu romps avec moi, répond Paul d'un ton badin. Non, c'est tout le contraire. Qu'est-ce que je romps avec toi? Non, tu ne romps pas. Je suis enceinte. L'expression de Paul change immédiatement. Il y a eu une pause. Missy attend avec impatience qu'il sourie, mais Paul fixe l'espace d'un regard distant. Tu es sûr? Demanda-t-il, et Missy acquiesça. Il força un sourire et la serra dans ses bras. Missy ne pouvait pas comprendre ses émotions, quelque chose n'allait pas. Il n'était pas heureux. Elle le sentit immédiatement. Pourquoi les couples qui passent des nuits ensemble ne s'attendent-ils pas aux conséquences possibles? Paul secoua la tête. Non, ce n'est pas ça. C'est juste inattendu pour moi aussi. Paul conduisit Missy au dortoir, et ils restèrent assis dans la voiture, s'embrassant longuement. Ce soir-là, il a exprimé son désir de la présenter à sa famille et à ses amis proches. En envisageant la cohabitation, Missy a éprouvé à la fois de la joie et de l'incertitude. Elle a senti un malaise chez Paul, craignant qu'il ne retarde leur projet de fonder une famille. Au lieu d'attendre avec impatience une demande en mariage et la présentation de sa famille, elle s'est retrouvée dans l'expectative alors que la présence de Paul se faisait plus rare, invoquant des obligations professionnelles. L'appréhension de Missy grandit, l'incitant à remettre en question les intentions de Paul, notamment en ce qui concerne l'avenir de leur relation et sa réticence à impliquer sa famille. Face à cette question, Paul s'est défendu en invoquant des problèmes personnels et en affirmant qu'il ne s'engageait qu'envers Missy et leur enfant à naître. Se sentant rejetée et isolée, Missy est partie. Réalisant qu'elle devait prendre en charge sa grossesse et prendre un rendez-vous pour une échographie qui tardait à venir, à l'approche de l'hiver, Missy, consciente de l'évolution de son corps et de l'imminence du froid, s'est aventurée à acheter des vêtements plus chauds, consciente de sa silhouette en expansion et du besoin de praticité au milieu des problèmes de transport, y compris un trajet en taxi interrompu par un accident mineur et l'altercation qui s'en est suivie, Missy a relevé les défis avec un esprit déterminé. Quel chemin devons-nous choisir? Demande le chauffeur de taxi. Missy acquiesce, mais son attention est rapidement détournée par la vue d'un homme ébouriffé serrant un enfant en bas âge sur le bord de la route. Il semblait chercher désespérément à se faire déposer, mais les voitures passaient sans s'arrêter. Pourriez-vous vous garer ici,
s'il vous plaît, demande Missy, la voix teintée d'inquiétude. Le chauffeur de taxi renifle avec dédain, remettant en question l'idée d'aider l'étranger sans abri. On va vraiment ramasser ce vagabond ? Remarque-t-il, affichant son indifférence. Choqué par son insensibilité, Missy insiste, il tient un bébé dans ses bras, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Je vais payer sa course. À contre-séhur, le chauffeur de taxi acquiesce, mais d'un air mécontent. Montez, grommelle-t-il en s'adressant à l'étranger et à l'enfant, avant de s'enquérir de leur destination. Après avoir reçu l'adresse, il se tourna vers Missy et se demanda, « Je te dépose d'abord, ou je le dépose lui ?» Se souvenant de la diminution de ses fonds, Missy décida, « Non, je vais marcher à partir d'ici. Ce n'est pas loin. Je connais le chemin. S'il vous plaît, prenez-le. » Elle paya le prix demandé pour l'étranger et descendit du taxi. En réalité, la distance était gérable à pied. Malgré ses réserves quant à la présence d'un passager malpropre dans son véhicule, le chauffeur resta silencieux. Il catégorisa immédiatement l'étranger comme un vagabond local typique, malgré l'attitude modeste de l'homme. Grand et haut très bien dessiné, bien qu'habillé de façon minable, l'étranger ne semblait pas à sa place. Missy leur fit ses adieux avec un sourire avant de se dépêcher d'aller à son rendez-vous à la clinique. Bien qu'elle ait presque sprinté pour ne pas être en retard, elle arriva avec 5 minutes de retard, essoufflée et se sentant faible. Lorsque le médecin se tourne vers elle, la surprise de Missy est palpable. « C'est vous ?» demanda-t-elle avec incrédulité, reconnaissant l'homme qu'elle avait aidé à monter dans le taxi, maintenant impeccablement vêtu et les cheveux bien coiffés. Son badge l'identifie comme le docteur Ronins. « Vous ne vous souvenez pas de moi ?» poursuit Missy, perplexe. « Vous êtes sorti du taxi avec le petit garçon. » En souriant, il répond, « Vous devez vous tromper. Je suis ici depuis 88, je ne suis même pas sorti déjeuner aujourd'hui et je n'ai certainement pas d'enfant. » Il explique qu'il vient de divorcer, écartant toute possibilité de paternité dans un avenir proche. Perplexe, Missy se rapproche, incapable de se défaire de sa certitude. « Non, c'était bien vous, votre double exact. Je n'oublie jamais les visages. »« Je pourrais jurer que c'était vous, » insista-t-elle. L'homme sourit d'un air entendu et dit, « Je vous crois, j'ai moi-même vécu une expérience similaire. Une fois, j'ai rencontré une fille qui était le portrait craché de ma sœur, et je ne m'en suis rendu compte que plus tard. » Allongée sur le canapé, Missy suivit docilement les instructions du médecin, même si elle avait des doutes. Elle a observé attentivement l'échographie réalisée par le médecin, espérant ainsi dissiper ses incertitudes. Cependant, à la vue du moniteur, ses craintes s'intensifient. Est-ce vraiment mon reflet, ou mon esprit a-t-il succombé au stress de la grossesse ? S'exclame-t-elle, la voix teintée d'incrédulité. Normalement, les patientes s'enquièrent du bien-être du bébé, mais Missy a l'esprit ailleurs. Le médecin, sentant son appréhension, lui demande doucement, « Tout va bien ?» Surprise par la question, Missy acquiesce, confirmant qu'il s'agit de sa première échographie. À sa grande surprise et à sa grande joie, le médecin lui révèle, « Vous attendez des jumeaux, Madame Hayes. » Les yeux de Missy s'écarquillent de stupeur, exprimant son désir de jumeaux depuis longtemps. Bouleversée par la nouvelle, elle marmonne des mots incompréhensibles, ses pensées s'éparpillant comme des feuilles d'automne dans le vent. Le médecin, indifférent à sa confusion, la félicite et lui assure qu'élever des jumeaux ne sera pas aussi difficile qu'elle l'imaginait. Alors qu'il s'affaire à la paperasse, Missy réalise qu'il est urgent de discuter des résultats avec Paul. Faisant ses adieux à la hâte, elle se dirigea vers la porte, mais fut interrompue par la voix du médecin qui la rappelait. En se retournant, elle écoute le médecin s'enquérir d'un signe distinctif, un grain de beauté sur le cou de l'homme. Avec un sourire nostalgique, Missy confirme son absence, sauf dans le cas de son frère disparu, Scott. Racontant sa mystérieuse disparition, elle lui fait part de ses soupçons quant à la possibilité qu'il soit encore en vie. Intrigué par son histoire, le médecin l'incite à approfondir ses recherches et lui suggère de commencer par l'adresse où le chauffeur de taxi a déposé l'homme. Suivant son conseil,
le médecin s'empresse d'ailer un taxi, tandis que Missy réfléchit à sa situation tumultueuse. Pendant le trajet du retour, en réfléchissant au comportement distant de Paul et à l'imminence de leur maternité, elle ne peut se défaire d'un sentiment de malaise. Après une douche rafraîchissante, elle a tenté de partager la nouvelle de l'échographie avec Paul, mais a été interrompue par son départ précipité. Frustrée et confuse, elle met fin à l'appel. Les questions sans réponse restant dans son esprit comme des échos dans une pièce vide. Appel téléphonique. Missy soupire, que dois-je faire? La jeune femme va se coucher. Au matin, ses collègues s'enquièrent de l'échographie. L'une d'entre elles, Caroline, demande « Comment ça se passe ?» Caroline s'est montrée très attentive et a soutenu Missy plus que les autres. À l'insu de Missy, la mère de Paul la payait depuis un mois pour obtenir des informations sur la petite amie de son fils. Aujourd'hui, Missy apprend qu'elle va avoir des jumeaux. Elle ne pouvait pas encore révéler leur sexe, mais elle pensait que ce seraient des garçons. Elle ne sait pas pourquoi, et qu'en est-il de Paul? Il ne le savait pas non plus. Pourtant, c'était une journée chargée au travail et il n'était jamais à la maison. Missy se rendit compte qu'il n'y avait peut-être pas de travail, mais cette version lui semblait meilleure que la vérité, qu'elle avait devinée depuis longtemps. Caroline, après avoir parlé à Missy, s'est écartée et a composé le numéro de la mère de Paul. Elle l'informe de tout. Caroline, continuez à faire du bon travail et je ne vous serai pas redevable. La serveuse raccroche le téléphone et affiche un faux sourire le soir même. Paul avait une conversation qui l'attendait à la maison. Quand as-tu l'intention de me parler de ta petite amie enceinte? Lui demande sa mère. Paul ne sait pas quoi faire. Il a pensé à le dire à sa mère, mais il s'est rendu compte qu'elle comprendrait difficilement et accepterait une fiancée d'un autre statut social. Maman, elle est gentille. C'est vrai, je voulais te le dire, mais je n'ai pas encore complètement assimilé ce qui s'est passé. Sa mère lui répond, tu ne veux pas assumer cette responsabilité? Tu n'es pas prête. Je suis sûre que cette dame veut juste notre argent. Non maman, elle est bien. Puisque tu sais tout, j'aimerais la ramener à la maison. Elle attend que je fasse quelque chose depuis longtemps, et je me suis dégonflée. J'avais peur de te le dire, mais maintenant que tu sais, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Elle porte ton petit-fils dans son cœur. La mère de Paul, une femme d'une 50aine d'années, était très mince et toujours bien habillée. Paul ne se souvenait même pas de ce à quoi sa mère ressemblait sans maquillage. Paul, tu as perdu la tête? Je t'ai dit de ne pas t'engager avec des idiots de bas étage. Elle veut juste notre argent. Elle a obtenu un certificat de grossesse, quelque part, et maintenant elle s'en vante auprès de tout le monde. Comment crois-tu que je l'ai découvert? Tu ne reverras plus cette fille. Tu m'entends, Paul? Il a tapé de la main sur la table. Toute sa vie, ses parents avaient pris les décisions à sa place. Pour la première fois de sa vie, il a voulu se défendre. Elle porte mon bébé, je ne la quitterai pas. Je t'exclurai du testament, tu seras aussi pauvre qu'elle, et ne nous mentons pas, c'est une fille comme les autres qui cherche un soutien financier, pas quelqu'un pour qui il vaut la peine de défier sa famille. Si tu te rebelles, j'en informerai ton père et il l'emmènera tout simplement. Tu sais comment ton père résout les problèmes, dit Paul en secouant la tête, ne lui dis pas que je t'ai entendu, puis il bloqua le numéro de mademoiselle sur son téléphone et expira de soulagement. Il se sentait vraiment soulagé. Il n'était pas préparé à avoir des enfants et une famille, c'est arrivé comme ça. Il ne pouvait pas non plus exprimer directement ses sentiments, il ne voulait pas que Missy soit déçue par lui, l'accusant une fois de plus de ne pas être un homme. Il valait mieux que ce soit ainsi. Elle comprendrait, s'en sortirait, et il pourrait continuer comme si de rien n'était. Missy a appelé pendant quelques jours. Puis elle est devenue désespérée. La famille de Pau était bien connue et il n'était pas difficile de trouver leur résidence. Elle décida de le localiser et de parler à ses parents. Ils doivent être impatients d'avoir des petits-enfants. Elle pensait que son père et sa mère l'écouteraient et guideraient leur fils timide. Elle espère qu'ils l'aideront à trouver une bonne clinique.
Après tout, les grossesses multiples sont un véritable défi. Bonjour, je m'appelle Missy. Je m'appelle Missy, annonça-t-elle à l'entrée de leur manoir. Madame Goldsmith, la mère de Poe, lui ouvre la porte. Je sais qui vous êtes et je sais ce que vous allez dire, il n'est pas trop tard pour y mettre fin maintenant, chérie. Tu ne peux pas porter de jumeaux de toute façon, je te donnerai de l'argent pour ta peine. Madame Goldsmith tendit à Missy une enveloppe épaisse. Missy est déconcertée. Elle recula devant l'argent. Je vais avoir un bébé. Voici mes enfants et vos petits-enfants. Tu voudras les voir plus tard. Je n'ai besoin de rien de votre part, mais nous sommes une famille, Madame Goldsmith rit. Qu'est-ce que la famille? Vous êtes sous traitement? Je ne vais pas être apparentée à toutes les femmes en liberté. Mon fils est coupable, mais vous l'êtes aussi. Il existe des pilules qui peuvent empêcher une telle issue, et puisque vous avez décidé de faire quelque chose d'aussi stupide que d'accoucher, c'est de votre propre faute. Sachez que vous ne vous en sortirez pas, je connais tout le monde dans cette ville, je contrôle les tribunaux et les hôpitaux. Sous ma coupe, tu ne pourras pas prouver que tu es de notre famille. Les tests seront mélangés. Vos voisins me donneront leur témoignage. Si vous essayez de demander une pension alimentaire ou un centime, vos enfants seront élevés par d'autres et vous irez en prison. Fuyez-nous, saisissez l'argent et fuyez vers la clinique avant qu'il ne soit trop tard. Missy, répugnante et inculte, a reculé en réalisant. Elle s'est retrouvée sans voix devant cette femme. Elle se retourna rapidement et s'en alla. Madame Goldsmith ferma la porte derrière elle avec force, le son résonnant bruyamment. Sur le chemin du retour, Missy réfléchit à la perspective décourageante d'élever des enfants avec un homme comme Paul. Et s'ils héritaient des mêmes traits monstrueux que leur grand-mère, après tout, elle était leur parente. Elle caressa tendrement son ventre, bien décidée à ne pas laisser ses enfants suivre cette voie. Elle décida de les élever avec soin, persuadée que tout irait bien. Même de la lignée la plus troublée peuvent naître des enfants au cœur pur, alors que cette femme, bien qu'aisée matériellement, est moralement appauvrie. Missy a envoyé un message à Paul, l'informant de sa visite chez lui et du renvoi de sa mère. Elle déclare son intention de porter leurs jumeaux et rien d'autre. Les heures passent sans réponse de la part de Paul, laissant Missy affronter sa solitude au matin. Quelques jours plus tard, la mère de Paul se rend au restaurant et s'assoit à la table de Missy. « Je suis venue pour parler », commence-t-elle. « Mon message précédent n'était peut-être pas clair. J'insiste pour que vous vous débarrassiez des enfants, je peux demander à mon médecin de vous aider. J'ai moi-même subi cette procédure 4 fois, 2 fois avant que Paul n'entre en scène. Croyez-moi, vous pouvez avoir d'autres enfants, je ne vous veux aucun mal, mais vous n'êtes pas faite pour être la femme de mon fils ou la mère de mes petits-enfants. » Missy tremble de peur, regrettant d'être mêlée à cette famille. « Je ne le ferai pas. Ce sont mes enfants, affirme-t-elle, mais je vous assure que Paul n'en saura jamais rien, et vous non plus. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. » Missy a suggéré de faire comme si les enfants n'étaient pas de Paul et qu'elle avait été infidèle. « Je comprends votre position et je ne vous causerai pas d'ennui. » ajoute-t-elle en baissant le regard. Bien que Madame Goldsmith reste insatisfaite, ce compromis semble préférable à rien. Si vous revenez sur votre décision et venez chercher de l'argent après avoir accouché, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Vos enfants grandiront sans vous et vous serez emprisonnés. Est-ce que nous nous comprenons? Missy acquiesce. Alors allez me chercher un café, s'il vous plaît. Un cappuccino, de préférence sans sucre, et qu'il soit bien chaud. Je déteste le café froid. La femme sourit chaleureusement et Missy se demanda si elle aimait énormément son fils ou si elle chérissait davantage la richesse. Elle se retira dans la cuisine, demandant son café, car elle ne se sentait pas bien. Missy sortit dans le jardin, essayant de reprendre son souffle. L'idée d'élever seule 2 enfants la terrifiait et elle s'inquiétait de la désapprobation potentielle de sa mère. Elle craignait également de devoir retourner au village pendant un certain temps. À partir de ce jour, Missy a commencé à réévaluer sa vie et à faire des projets sans espérer l'aide de qui que ce soit.
Elle a appris la grossesse de sa fille et a été submergée par les émotions. Sa mère s'exclame, « Non, je ne peux pas le croire, tu seras seule pour le reste de ta vie. Comment as-tu pu faire ça? Pourquoi ne penses-tu pas à l'interruption de grossesse? Puisque cette femme t'a offert une bonne clinique, maman, pas question. » Missy répond, « De quoi tu parles? Ce sont mes petits-enfants, je vais avoir des jumeaux, j'en ai toujours rêvé. Mais tu seras toute seule. Comment vas-tu les élever? À eux deux, et qui va se marier avec 2 enfants, veux-tu être seule pour toujours? Missy soupire, le fait est que je ne serai plus jamais seule. Maintenant, je vais avoir des enfants, et si je ne trouve pas un homme qui accepte mes enfants, alors je n'ai pas besoin de lui. Pour certains hommes, leurs propres enfants sont un fardeau, mais pour d'autres, les enfants des autres ne sont pas un fardeau. Missy a commencé à économiser de l'argent en prévision du moment où elle ne pourrait plus travailler, ce qui lui permettrait d'acheter une chambre. C'était une sage décision. Elle a découvert Charou, une organisation qui soutient les mères pendant la grossesse et après l'accouchement. Elle ne serait pas complètement démunie dans une situation aussi difficile. Au fil du temps, sa mère a fini par accepter les circonstances et a commencé à appeler Missy tous les jours pour s'enquérir de sa santé. Elle a même commencé à emballer des vêtements de bébé dans le village. Lorsque les gens ont appris que Missy attendait un enfant, ils ont commencé à lui donner des vêtements de bébé, malgré les commérages qui ont suivi. Paul, quant à lui, a fait preuve d'audace et a provoqué une scène à la maison. « J'aime bien cette fille, maman. Comment peux-tu ne pas comprendre? Nous ferons un test de paternité. Elle signera tous les papiers, un contrat de mariage. Elle ne veut rien de nous, croyez-moi. Pourquoi es-tu si catégorique? Je ne peux penser à rien d'autre qu'à avoir des enfants. » Madame G. Smith sourit avec indulgence. « Tu as toujours été comme ça. Tu as toujours ramené toutes sortes d'animaux à la maison, des chats, des chiens. Si je ne les jetais pas, nous aurions un chenil au lieu d'une maison. Missy n'est pas un chien, mais elle est enceinte. Je devrais au moins l'aider, car l'argent n'est pas un problème. Est-ce que vous aideriez quelqu'un avec qui vous couchez? Si cela continue, l'argent deviendra un problème. J'ai travaillé dur pendant des années, j'ai éliminé la concurrence pour que vous commenciez à jeter de l'argent par les fenêtres. Tu ne sais pas ce que ça vaut. Si tu t'approches de cette fille, tu ne la verras plus jamais et tu n'entendras plus parler de chiots. » La mère fait briller ses yeux et s'en va en claquant les talons. Paul est resté seul dans la pièce avec les chiots. Elle va avoir des jumeaux? Mais Paul n'osait pas aller à l'encontre de sa mère, mais il cessa de lui parler et décida de rendre madame. Il a décidé de rendre la vie plus dure à madame. Sous le coup de la colère, il s'est adressé au gérant du restaurant, le pressant de renvoyer la serveuse enceinte. « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais un gros bonnet a demandé que tu sois renvoyé. Dieu m'interdit de m'impliquer avec eux. Je suis désolée, Missy, mais tu es virée. » Elle a pleuré, mais on ne peut pas renvoyer une femme enceinte. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas, mais ils m'ont menacé. Ils ont dit que je devais vous renvoyer en vertu de l'article pour que vous ne trouviez pas de travail dans la ville par la suite. Ce sont des gens puissants, Missy, tout ce que je peux faire pour vous, c'est vous avertir et vous proposer de démissionner. Comprenez que si je refuse, ils me licencieront, mettront un autre homme à ma place, et il vous renverra de toute façon, Missy. Soupir, je vais signer, d'accord, je vous donnerai une prime et je vous paierai 2 mois d'avance. Je ne veux pas que tu aies des problèmes d'argent, mais n'en parle à personne. D'accord, c'est confidentiel et juste entre nous, et ensuite vous partirez en congé de maternité, tout ira bien. » Après avoir signé les documents et reçu une importante somme d'argent, Missy rentre chez elle. Elle était terriblement vexée et désolée de se séparer de ses collègues. De toute façon, elle aurait bientôt quitté l'entreprise, mais là, elle n'était pas du tout prête à le faire. Le directeur a eu la gentillesse de ne pas la laisser sans rien. Elle marchait dans la rue quand elle a soudain vu cet homme vêtu d'une vieille veste, qui sortait du magasin et comptait l'argent dans sa main. Il y avait un sac dans lequel on voyait clairement une miche de pain et du lait.
Missy a failli courir vers lui. « Attendez, attendez-moi. Attends, attends-moi. » Il la regarda avec perplexité. « Vous ne vous souvenez pas de moi, je suppose. » « Non. Je me souviens que vous m'avez aidé à me rendre chez le médecin avec mon enfant. Je vous suis redevable, bégaya-t-il. Missy força un sourire, les sourcils haussés. « Non, je ne l'ai pas fait pour ça. Je voulais juste te dire que j'ai vu ton frère. Il te cherche. » Il était une fois un homme qui s'appelait Josh. Dans un moment de vulnérabilité, il s'est confié à Missy, partageant une vérité profonde sur son passé. Il a raconté une expérience éprouvante survenue il y a plus d'1 an, lorsqu'il a été découvert dans une benne à ordures, la mémoire fragmentée par l'amnésie, ne laissant intacts que des fragments de son ancienne vie. Malheureusement, les autorités l'ont pris pour un sans-abri, considérant son état comme une conséquence du vagabondage, avec un hématome important sur la tête et un rein enflé. Qui aggrave sa situation, Josh a trouvé du réconfort auprès d'une femme compatissante qui l'a pris sous son aile. Cette femme bienveillante, bien que confrontée à ses propres difficultés, a accueilli Josh dans sa modeste demeure. Ensemble, ils ont noué un lien improbable, Josh s'occupant de son enfant. Cette femme, âgée d'une 40aine d'années et défiant les pronostics médicaux, avait courageusement choisi de porter un enfant en dépit de son combat contre le cancer. Alors que sa santé se détériorait et que la solitude s'installait, Josh est devenu un compagnon de route pour ces derniers jours. Leur humble logement, niché dans un immeuble vétuste à la périphérie de la ville, est devenu un sanctuaire pour Josh et sa nouvelle famille. Dans un moment de compassion, Missy a cherché à aider Josh dans sa quête de découverte de soi, suggérant qu'ils explorent des pistes pour découvrir sa véritable identité. Avec un mélange d'appréhension et d'anticipation, Josh a accepté, s'arc-boutant contre le froid mordant tout en faisant ses adieux à Missy, conscient du jeune Tommy qui attendait son retour. Alors que Missy entame son voyage avec le Dr. Ince, la possibilité de réunir Josh avec sa famille perdue de vue depuis longtemps est en suspens. Reconnaissant du soutien indéfectible de Missy, Josh a exprimé sa volonté de se tenir à ses côtés, lui offrant une présence inébranlable dans sa vie, quelle que soit l'issue. Malgré les incertitudes, Missy est restée déterminée à mener leur mission jusqu'au bout. Arrivés à destination, ils sont accueillis par une porte usée, portail d'une réunion qui n'a que trop tardé. Les mains tremblantes, Josh ouvrit la porte, révélant une figure de son passé. Les yeux de Ron s'écarquillèrent d'incrédulité lorsqu'il vit son frère se tenir devant lui, témoignage vivant d'un espoir renouvelé. Embrassant Josh avec une émotion débridée, le cœur de Ron déborde d'un flot de souvenirs, alors que l'esprit de Josh reste une toile blanche, dépourvue de toute mémoire. Au fil de la soirée, Missy et Ron se sont engagés dans une conversation sincère, comblant le fossé entre le passé et le présent. Pendant ce temps, le jeune Tommy, toujours curieux et plein d'innocence, accueille Missy dans son monde, impatient de partager la joie d'une amitié retrouvée. Sur fond d'incertitude, un sentiment de solidarité est apparu, les liant dans une tapisserie d'expériences partagées et de liens inexprimés. À son arrivée, Missy est immédiatement enveloppée d'un sentiment de chaleur et de familiarité. L'instinct maternel s'éveille en elle, déjà à l'écoute de la perspective de la maternité imminente. Pendant ce temps, dans la cuisine, les frères discutent. Ron a sorti une collection de photos illustrant des moments partagés, se souvenant en révélant que le prénom de Josh était Scott, un fait que Missy connaissait depuis un certain temps. Josh s'était habitué à ce pseudonyme, le préférant à son nom de naissance. Non, nous nous sommes croisés à l'hôpital, elle attendait des jumeaux, a précisé Ron. Elle m'a rendu visite le jour même. Tu l'as rencontrée, c'est une perle. Peu de gens possèdent son niveau de chaleur et d'empathie, poursuit-il, exprimant son admiration pour le caractère de Missy. Elle est peut-être un peu naïve, mais elle est jeune, remarqua Ron. En parlant d'âge, quel âge penses-tu que j'ai, Josh? Tu te moques de moi, Ron? Je ne suis pas si crédule que ça, répond Josh en riant. L'affection qu'il portait à Missy dépassait la simple attirance physique, ils appréciaient sa gentillesse et son altruisme, évident dans ses actions, qu'il s'agisse d'assurer le transport de Josh en toute sécurité ou de le réunir avec sa famille, Missy a laissé une impression indélébile.
Alors que la conversation dérive, Ron escorte Josh jusqu'à la maison familiale, accompagné de Tommy. En chemin, ils ont fait leurs adieux à Missy, qui a été gracieusement déposée. « Maman, tu as réussi à obtenir son numéro ?» demande Ron en remarquant le départ de Missy. Josh secoue la tête d'un air distrait. « Ne t'inquiète pas, c'est dans son dossier médical, elle sera de retour demain, et j'en parlerai en ta faveur », rassure Ron avec un clin d'œil. « Tu es un vrai frère », dit Josh en souriant, reconnaissant leur ressemblance frappante. À leur arrivée, les parents furent submergés par la joie, enveloppant Josh d'une étreinte serrée. Bien qu'il ne puisse s'en souvenir, un sentiment d'appartenance l'envahit. La notion de liens familiaux lui avait échappé pendant si longtemps. Aujourd'hui, c'est comme une redécouverte. À travers les récits de ses frères et de ses parents, Josh a reconstitué des fragments de son passé, imaginant une vie autrefois oubliée. Ce jour-là a marqué un tournant pour Missy et Josh, leurs trajectoires convergeant et s'entremêlant harmonieusement. Chaque jour qui passe, les voix se rapprochaient, leurs liens s'approfondissant au fil des conversations. Si Missy a perdu son emploi, elle a gagné quelque chose de bien plus précieux, un confident et un compagnon. Missy était profondément éprise de Josh. Et leurs appels quotidiens étaient remplis d'affection. Ils se promènent ensemble, profitant de la compagnie de l'autre. Pendant ce temps, Tommy s'obstinait à appeler Missy maman chaque fois que Josh rentrait dans son somptueux appartement de 4 pièces niché au cœur de la ville. Malgré son amnésie, la vie de Josh s'épanouit grâce à son activité professionnelle. La prise de contact avec les autorités a relancé l'enquête, faisant ressurgir des semaines plus tard des fragments de mémoire endormis. En fin de compte, l'enquête a permis de découvrir l'auteur de l'attaque ciblée de Josh. Il s'agit de Madame Goldsmith, sa belle-mère dont il était séparé. Heureusement, l'affaire se retrouve entre les mains de la personne la plus scrupuleuse de la ville. Par hasard, des preuves irréfutables apparaissent, reliant directement Madame Goldsmith au contrat sur la vie de Josh. Un tueur à gages, craignant une longue incarcération, a révélé les orchestrations de Madame Goldsmith, ce qui lui vaut d'être condamnée à 17 ans de prison. À l'approche de la date de l'accouchement, Missy a cherché du réconfort à la clinique de Ron, où elle a donné naissance à 2 magnifiques filles. Josh est resté fermement à ses côtés, tandis que Tommy a exprimé son désir de lui rendre visite. Au fil du temps, Missy s'est attachée à leur présence. D'abord hésitant à emménager avec Josh, ce dernier insiste pour créer un environnement propice à l'épanouissement de leur famille, en aménageant une chambre d'enfant et en achetant des produits de première nécessité pour les jumelles. Leur lien s'est approfondi à mesure que Missy redécouvrait l'essence de la confiance, de l'attention et de la responsabilité. Juste avant la sortie, Paul, un invité indésirable, fait irruption, provoquant la réaction incrédule de Missy. Refusant ses tentatives de réconciliation, elle le renvoie rapidement. Paul, désireux de discuter de questions familiales, a révélé l'incarcération de sa mère, assurant Missy d'un avenir sans obstacle. Malgré les contraintes financières, Paul a obtenu un poste de cadre et loué un modeste appartement d'une chambre. Cependant, il propose d'envoyer temporairement les nouveau-nés dans un orphelinat, en invoquant des contraintes financières. Missy, décontenancée, s'est esclaffée devant l'absurdité de la suggestion, ce qui a poussé Paul à partir brusquement, laissant des tensions non résolues dans l'air. Il est revenu. Les jumelles sont nées, et Janelle et Cheryl ont passé un temps considérable à l'hôpital avant que Missy n'obtienne la permission de les ramener à la maison. Josh, qui était venu la chercher, a transporté les filles vers une nouvelle maison et une nouvelle vie. Il a personnellement récupéré toutes les affaires de Missy dans la minuscule chambre louée qu'elle occupait auparavant, et elle n'y est plus jamais retournée. Au cœur de la ville, Missy habite désormais dans un appartement spacieux. Les filles grandissent peu à peu, et Tommy les adore, les considérant comme ses propres sœurs. 1 an plus tard, Missy et Josh se sont officiellement mariés, conformément aux documents légaux. Il s'appelait Scott, mais la plupart de ses connaissances le connaissaient sous le nom de Josh. Je me suis habituée à ce nouveau nom et je me suis attachée à lui. La vie passée de Scott a été laissée derrière lui, et la nouvelle vie de Josh a commencé. J'ai aimé cela.
Il ne se souvenait plus de rien de sa vie antérieure, il ne lui restait que quelques bribes de souvenirs. Le médecin a mentionné que sa mémoire pourrait revenir, mais Josh a choisi de ne pas s'attarder sur le passé, car il y avait commis de nombreuses erreurs. Ron l'a informé qu'il était autrefois accaparé par ses affaires et obsédé par la richesse, qu'il rendait rarement visite à ses parents en raison de sa peur des relations, car il considérait que toutes les femmes n'étaient intéressées que par sa richesse. Aujourd'hui, il est différent. Sa famille, ses proches et ceux qu'il aime sont devenus sa priorité absolue. Il ne s'engageait plus dans des entreprises douteuses et ne travaillait plus jusqu'à l'épuisement. Il se dépêchait de rentrer chez lui, car sa famille était ce qu'il y avait de plus important dans sa vie. Lorsque les jumeaux eurent 2 ans, Missy tomba à nouveau enceinte et, cette fois, ils accueillirent un garçon dans leur famille. Ron reprit son rôle de parrain.